Bonjour tout le monde, nous allons parler aujourd'hui de la fracture de l'extrémité supérieure du fémur. Permettez-moi d'abord de faire une petite présentation. Je suis Dr Liu Zhihong, chirurgien de l'orthopédie de l'hôpital Ruijin. Et aujourd'hui, nous allons parler de la fracture de l'extrémité supérieure du fémur. La fracture de l'extrémité supérieure du fémur, c'est un type de fracture souvent rencontrée dans le cas clinique. Donc pour vous, pendant ces cours, nous allons juste parler des manifestations cliniques, les différents types de classification et le principe de traitement. Donc c'est tout de ce cours. Avant de commencer, nous allons faire un petit rappel anatomique. Alors qu'est-ce que c'est la partie proximale du fémur? Alors, la partie supérieure du fémur contient de la tête fémorale, le grand trochanter et le petit trochanter sont deux tubérosités qui est l'insertion de moyen petit fessier et le psoas. Ce sont des muscles qui jouent le rôle principal de la fonction de la hanche. Il y a aussi ligne transtrochanterienne, c'est l'insertion des ligaments et de la capsule. Et une grande partie, c'est le col fémoral. C'est juste cette partie-là qu'on m'a fait une décrivation. Parce que c'est toujours dans cette partie-là qui est plus fragile, qui peut présenter des fractures pendant un traumatisme de la hanche. Et comme l'angle qui forme avec le diaphyse un angle qui est très spécifique, c'est l'angle à peu près de 127 degrés, c'est l'angle qu'on dit, c'est l'angle cervico-diaphysaire, parce qu'après, dans la classification des différents types de fractures, cet angle-ci qui est au-dessus de 127 degrés, on peut dire que c'est une hanche qui est dans une position de Kaksavara. Si la hanche est au-dessus de 127 degrés, c'est la hanche qui est dans une position de Koksvalga. Ce sont des deux notions qui est très important après pour la décrivation des différents types de dépassements, de types de fractures de col. Et pour le reste, comme la hanche qui est formée par la cotyle et la tête fémorale, donc ces deux parties-là qui sont renforcées par la capsule et les ligaments. Donc, soit dans une vue antérieure et la voie postérieure, sont tous renforcés par la capsule et les ligaments. Et ces capsules qui est très important parce qu'après, vous allez dire, pour la vascularisation de la hanche, ou bien de la tête fémorale, qui sont tous pénétrés dans cette capsule, qui forment un anneau ici, comme un anneau artériel, qui, une fois dans cette partie que la capsule est abîmée pendant un traumatisme, soit une fracture, cet anneau qui peut abîmer et qui peut créer une condition d'ischémique de la tête fémorale. Donc, dans ces cas, une fois que la capsule est abîmée, que le pronostic pour la fracture qui est mauvaise. Alors, maintenant, la vascularisation de la tête fémorale. La vascularisation de la tête fémorale qui est irriguée par les différentes branches artérielles. Une petite partie, c'est par l'artère de fovea, c'est-à-dire ici, l'artère qui vient du ligament rond du cotyle. Et pour le reste des deux parties, ce sont des artères circonflexes fémorales latérales et médiales. Ce sont des branches très importantes qui sont tous données par l'artère fémorale. Et comme ici, vous voyez, c'est juste dans cette partie du col fémoral que ces deux branches qui forment un anneau artériel, et juste en bas de le col. Et une fois que le col est cassé, dans cette partie proximale, soit que la capsule est abîmée, cet anneau qui peut déchirer pendant le traumatisme. Alors dans ce cas, si cet anneau est abîmé, toute cette tête-là qui peut présenter dans une condition ischémique. Alors qu'est-ce qu'il peut présenter dans ces conditions ischémiques? C'est-à-dire dans la condition ischémique, pour la consolidation de la fracture est très difficile, et une fois même que la fracture est consolidée, la tête peut présenter dans un état ischémique et présenter une nécrose. Alors, pour la fracture de l'extrémité supérieure du fémur, on peut différencier d'après la position de ces fractures, comme la fracture du col fémoral et fracture trochantérienne. Vous voyez ici, c'est un cliché de bassin normal. Le bassin ici, dans la côté droite, c'est une hanche normale. Donc vous pouvez ici, tout cet col fémoral qui est intact, qui a une liaison, une continuité dans toutes ces parties corticales.
Tandis que dans l'autre côté, vous pouvez voir ici, dans cette juste partie latérale, vous pouvez voir ici, il y a un petit pli dans cette partie. C'est juste cette partie-là qui présente une fracture. Vous voyez ici, c'est le trait de fracture. Alors, comment on dit cette fracture? C'est la fracture dans la partie du col fémoral. Et on dit c'est la fracture du col fémoral. Alors, quelle est l'étiologie physiopathologique de ces fractures? Alors, on peut voir ici, dans cette fracture, 80% des cas sont sur les sujets âgés. Et pourquoi? Parce que, pour ces sujets-là, ils sont toujours présentés dans un état de ostéoporose. Et dans ce cas, parmi ces 90% des sujets âgés, 75% ce sont des femmes. Ce sont des femmes avec une ostéoporose post-ménopausique. Et pour le reste de 20% des cas, il y a 10% sont sur des sujets jeunes. Souvent, c'est suite à un choc très violent, soit par une voie publique. Et 10% sont des cas pathologiques, c'est-à-dire il y a une tumeur osseuse, soit primitive, soit métastatique. Dans cette position du col fémoral, il peut présenter une foyer de ostéolyse. Ça peut fragiliser dans cette partie dans le cas de mécanisme. Et puis, pour ces cas, ça peut présenter des cas de fracture pathologique. Pour le diagnostic clinique, une fois que le patient vient dans le service d'urgence, il peut présenter d'abord des troubles fonctionnels du patient, c'est-à-dire que le patient, si on demande l'histoire de ce patient, il peut toujours raconter une histoire de traumatisme, et après, ça présente une douleur très vive au niveau de l'aine, et puis le malade ne peut bien tenir dans la position de debout, ne peut plus marcher, c'est-à-dire qu'il présente une impotence fonctionnelle totale. Et pour le chirurgien ou pour le médecin, lorsqu'on examine le patient, vous pouvez voir dans l'inspection, le patient présente une membre inférieure raccourcie et toujours dans une position de rotation externe et une adduction. Ça, c'est les positions très typiques pour les fractures du col fémoral et aussi pour les fractures trochantériennes. Et pendant la palpation, le patient présente une douleur au niveau de l'aine. C'est très important, c'est au niveau de l'aine, il peut présenter une douleur de palpation, mais pour le grand trochantère, c'est-à-dire le grand trochantère depuis ascensionné, mais indolore, qui c'est un signe très important pour faire un diagnostic différentiel contre la fracture intertrochantérienne, parce que si c'est une fracture intertrochantérienne, le patient présente aussi un accrochissement de la jambe et aussi dans une position de rotation externe. Mais le patient présente une douleur très indolore, une douleur très intense dans la partie de grand trochantère. Tandis que pour la fracture du col fémoral, le grand trochantère est indolore. Et pour tous ces patients, il faut toujours faire des examens radiologiques. C'est un cas très particulier, très important pour le diagnostic. Et pour le technique, pour tous ces radios, il faut toujours faire un radio de bassin de face parce qu'on peut comparer les deux hanches de deux côtés et aussi de hanches de face et profil, puisque vous voyez après, pour des types de fractures qui est non déplacées, souvent c'est très difficile de regarder dans la face dans la caractéristique de face pour trouver un trait de fracture. Et souvent, une fracture de face et profil peut favoriser le diagnostic. Et souvent, il y a aussi des cas qui est très difficile pour faire le diagnostic dans les radios de face et de profil. Dans ce cas, un CT scanner est proposé pour faire un diagnostic très exact pour trouver la position du fracture et tous ces types de fractures. Vous voyez ici la radio. La radio de bassin de face, vous pouvez voir la hanche droite qui est presque normale, dossier cortical qui est intact, avec une continuité, avec la tête qui est ronde, qui forme la hanche. Et puis dans l'autre côté, vous pouvez voir ici, il y a une condensation dans la partie du col fémoral, avec un petit pli dans la partie du cortical. C'est juste cette partie-là qui présente une fracture du col. Et dans la radio de profil, vous pouvez voir ici, il y a une petite fissure dans la partie du col. Dans ce cas, ces deux radios de face et profil, on peut établir un diagnostic de fracture du col fémoral. Alors,
d'après tous ces radios, on va faire des diagnostics et aussi on va faire des classifications. Pourquoi on fait des classifications? Parce que pour tout le traitement chirurgical ou tout le choix des traitements, c'est basé sur des classifications. Et pour la classification de col fémoral, il y a des différents types. D'abord, une classification d'après le trait de fracture. Quelle est la position de trait de fracture? Soit une fracture qui peut présenter juste en bas de la tête, on dit c'est une fracture sous-capitale, soit une fracture qui passe tout au long du col, c'est la fracture transcervicale, et aussi qui peut présenter une fracture qui est très très bas, juste dans la ligne antéro-antérienne, on peut dire que c'est une fracture basicervicale. Et pourquoi on fait ces trois types de classification? Et comme on a déjà dit, pour la capsule qui a l'insertion dans la partie du col, il y a aussi, ici dans ces parties-là, il y a un anneau artériel. Une fois que la fracture est dans la partie proximale, soit sous-capitale, soit transcervicale, c'est deux types de fracture qui peut être donné dans une condition ischémique de la tête. C'est-à-dire, si une fois que la fracture dans ces deux positions, ça peut interrompre tout cet anneau artériel pour irriguer la tête. C'est-à-dire, ici, qui présente une ischémique après le traumatisme, même après la consolidation du fracture. Dans ce cas, ces deux types, sous-capital, transcervical, qui sont présentés souvent avec un pronostic assez mauvais, avec une ostéonécrose de la tête. La deuxième classification, la classification de Powell. La base de cette classification, c'est l'orientation du trait de fracture. Le premier, c'est la position de trait de fracture. Le deuxième, c'est l'orientation. Parce que l'orientation de cette fracture est aussi très importante, parce que vous savez que la hanche est une très grande articulation qui prend toute la charge du poids. Et une fois que le col est cassé, et si ce trait est plus horizontal, dans ce cas, tout ce poids, la charge de ce poids, qui peut transformer comme des compressions entre les deux extrémités de fracture. Et si ce trait de fracture est plus vertical, dans ce cas, notre poids qui va transformer faire comme une force tangentielle entre les deux morceaux de fracture. Et cette force tangentielle qui est très abîmée pour la consolidation, très très mauvais pour la consolidation de fracture, parce que ça peut créer toujours des déplacements entre les deux morceaux. Donc, d'après Powell, il a classifié la fracture du col en trois groupes. Groupe 1, c'est une fracture qui est plus transversale, soit avec un trait qui est plus horizontal, un angle moins de 30 degrés. Et groupe 2, c'est un angle compris entre 30 et 50 degrés, c'est-à-dire qui est un peu plus vertical. Et le groupe 3, c'est un angle qui est assez haute, assez grande au-dessus de 50 degrés, c'est-à-dire que le trait de fracture est très vertical. Alors, qu'est-ce que ça va donner pour ces deux types de fractures? Si c'est un type de fracture de groupe 3, c'est-à-dire que ce trait est très vertical. Dans ce cas, lorsqu'il y a une force qui appuie sur la tête, que la tête peut transformer avec une force tangentielle entre ces deux morceaux, que la tête peut déplacer. Si cette trait de fracture est plus horizontal comme le groupe 1, lorsqu'il y a une force qui appuie là-dessus sur la tête, ces forces qui peuvent transformer comme des forces de compression entre ces deux morceaux. Et ces forces de compression, ça peut favoriser la consolidation entre les deux morceaux et favoriser la consolidation. Alors, d'après le type de Powell, soit c'est une trait de fracture qui est très verticale, qui peut donner un déplacement secondaire pour la hanche, que la tête peut, sous une pression de charge, que la tête peut déplacer en bas et en arrière et présente un angle cervico-diaphysaire moins de 125 degrés, que la hanche est dans une position de Kurzweil.
c'est-à-dire certains types de factures les plus souvent rencontrés dans la clinique. 75% des cas sont présentés sous forme de Kurosawa, c'est-à-dire que la tête est déplacée en bas et en arrière. Et pour le reste, si ce trait de facture est plus horizontal, que la facture est plus stable, que la tête qui peut déplacer en dehors et en arrière et qui peut présenter un angle cervico-diaphysaire et plus de 127 degrés. Dans ce cas, on dit que la hanche est dans une position de Kurosawa. Pour une fracture de Kurosawa, on peut dire que c'est une fracture qui est plutôt stable. Dans ce cas, même pour le patient qui est fracturé, il peut présenter une importance fonctionnelle qui est très variable. Et quelquefois, pour le patient qui est indolore pour la hanche et qui peut tout à fait marcher normal, dans ce cas, même avec le traumatisme, que le patient peut aller tout librement dans le service d'urgence. Dans ce cas, il faut toujours faire des radios, parce que souvent des cas ratés dans la clinique. Et pour tous ces types de formes de fractures en Kurosawa, il peut présenter non des formations dans les jambes traumatisées, et pour le diagnostic radiologique, souvent, c'est très difficile. Donc, il faut toujours faire des radios de face et profil, et souvent, quelquefois, dans un cas clinique difficile, il faut y avoir des tomographies ou bien des CT scanners pour aider notre diagnostic. Alors, diagnostic cardiologique sous type de Gardner, c'est très souvent utilisé maintenant dans la clinique. Et quelle est la base de cette classification? C'est après le déplacement et le trait de fracture. Si cette fracture qui est dans une position de validisation et avec un ancragement des deux morceaux de fracture, on peut dire que c'est le type de Gardner, c'est-à-dire dans la position de validisation avec l'ancragement des deux types de fractures. Et le Gardner 2, c'est un type de fracture qui est complet, mais non déplacé. Donc vous pouvez y voir ici tous ces travées osseuses qui est presque dans la position normale, tandis que pour le type de Gardner 3 et Gardner 4, ce sont des types un peu plus sévères. Gardner 3, c'est un type de fracture complète avec un déplacement moyen, tandis que pour Gardner 4, c'est une fracture complète avec un déplacement total. Tous ces types de fractures qui est lié avec le pronostic et lié aussi avec le choix des traitements. Donc, vous voyez ici dans la radio de gauche de face, vous pouvez voir ici la tête. Quelle est la position de la tête? Alors, la tête est dans une position de validisation et les deux parties de fracture qui sont entassées dans la partie du col. Dans ce cas, on peut dire la classification de Gardner, c'est dans quel type? Alors, c'est dans le type de Gardner 1, validisation avec l'entassement des deux morceaux. Tandis qu'ici, vous pouvez voir ici le trait de fracture. Toute cette partie du col est presque normale dans la radio de face. Alors, c'est dans quel type de fracture? Alors, c'est dans le type de Gardner 2, qu'on a déjà raconté. C'est un type de fracture avec une fracture complète, mais non déplacée. Tandis qu'ici, vous voyez ici la tête qui peut un peu dans la partie de validisation. Ici, le trait de fracture. C'est une fracture complète avec un déplacement moyen. C'est dans le type de Gardner 3. Tandis qu'ici, c'est encore plus sévère. Fracture complète avec toute la tête qui est déplacée. Donc, c'est dans le type de fracture du col fémoral de type Gardner 4. Alors, une fois qu'on fait des classifications d'après les radios, alors comment on va faire le choix pour le traitement? Alors, si le patient fait le diagnostic pour une fracture du col fémoral, dans ce cas, le traitement chirurgical est toujours conseillé comme le premier choix. Et pourquoi? Parce que même avec une fracture
avec une position de type de Gardner 1, avec une tête dans une position d'entassement avec une vagistation, qu'on pense que c'est une fracture qui est assez stable, ici. Ça peut consolider quelquefois, par chance, consolider spontanément, même avec un traitement orthopédique. Mais le plus souvent, le patient vient avec une fracture du col fémoral de type de Gardner 1, c'est-à-dire dans la position de vagisation avec un entassement du col. Mais souvent, après quelques mois, dans le traitement orthopédique, la fracture peut présenter un déplacement secondaire. Dans ce cas, vous voyez ici, c'est en quel type? Ici, toute cette partie du col est interrompue. Il présente une fracture totale avec un déplacement total de la tête. Ça peut présenter une petite fracture dans le type de Gardner 4 et ou bien Gardner 3. Et dans ce cas, pour le patient, ça peut présenter une importance totale. Et pourtant, ce stade, le patient revient pour une intervention chirurgicale. C'est pourquoi on dit, même pour des fractures du col fémoral qu'on pense qui peut être stable, ça peut présenter un déplacement secondaire. Alors, pour éviter tous ces déplacements secondaires, pour le traiter, une ostéosynthèse est conseillée. Alors, comment on fait une ostéosynthèse? Ostéosynthèse, c'est une geste chirurgicale qui veut lier les deux morceaux ensemble, soit avec des vis, soit avec des broches, ou même avec des plaques. Et vous pouvez voir ici, ce sont les différents types de ostéosynthèse, des vis, des broches, et même avec des plaques vis. Ce sont des instruments qu'on peut utiliser dans le traitement de la fracture du col fémoral. Et pour l'ostéosynthèse, maintenant, c'est fait très rapidement et très facilement dans les nouvelles techniques. Souvent, c'est fait sous une radioscopie. On fait d'abord une réduction pour ces deux parties fracturées, pour les lier dans une bonne position. Après, on met des broches percutanées, c'est-à-dire on fait juste une très petite incision dans la peau, et puis on peut pénétrer les broches dans cette partie proximale du fémur et qui peut pénétrer dans la tête. Et une fois qu'on examine sous radioscopie que la position des broches est bonne, on peut mettre des vis. Voici le cas. La hanche, ici la hanche gauche, ici la tête, le col. Vous voyez ici un pli, le trait de fracture. Donc, pour ce type, c'est le type de Gardner 1 parce que c'est en position de vagisation. Le col n'est pas trop déplacé, même dans la position de profil. Alors, pour ce type de fracture, si on fait une ostéosynthèse, on peut faire des 3 vis creusées, percutanées. Donc, dans ce cas, les vis sont très bien fixées dans la position de fracture, de face et de profil. Tous sont dans une très bonne position. Et quelques mois après, vous pouvez voir ici, dans cette partie fracturée, c'est bien consolidé. Donc, pour la plupart des cas, dans une classification de Gardner 1 et Gardner 2, une ostéosynthèse est proposée comme le premier choix. Ici, vous voyez un autre cas. C'est toujours dans la hanche gauche. Vous pouvez voir ici le trait de fracture. Alors, quel est le type de ces fractures? Il n'est pas dans la position de vagisation. Il n'y a pas de déplacement très intense. Donc, on peut le classifier comme une fracture de Gardner 2. De face et de profil. Ne pas déplacer. Alors, quel est le traitement? On va lui faire une ostéosynthèse. Donc, ostéosynthèse avec les 3 vis creusées. Donc, vous voyez ici dans la radio, tout est très bien fait. C'est juste la radio après l'intervention. 2 mois après,
Et 5 mois après, donc vous voyez ici, cette foyer de fracture est bien consolidé. Mais 2 ans et 3 ans après, vous pouvez voir ici, la tête présente une condensation et maintenant une petite déformation de la face articulaire. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans la tête? C'est ça, on dit, la nécrose de la tête fémorale. Vous voyez dans la IAM, qui est très typiquement présentée ici, dans le T1, vous pouvez trouver un foyer hyposignalé, tandis que dans le T2, il y a un triangle, un foyer triangulaire qui est hypersignalé. Donc, ça, ce sont des 2 images très typiques de la nécrose de la tête fémorale. Un autre cas, ostéosynthèse avec des vis. Et quelques années après, vous voyez ici, ça présente une fissure dans la tête fémorale, une condensation dans la tête fémorale et même une collapsus de la tête. Donc, pour l'ostéosynthèse, quelquefois, ça peut présenter des complications. Une pseudoarthrose. Vous voyez ici, c'est une fracture du col fémoral. Vous voyez ici, tous ces traits, qu'est-ce que c'est? Ce sont des traits de l'ostéosynthèse. C'est-à-dire, pour ce patient, il a fait une ostéosynthèse avec des plaques vis. Mais après quelques années, peut-être, pour le patient, il a aussi fait une ablation matérielle. Et une fois que le matériel est démonté, vous pouvez voir que le col est recassé. C'est-à-dire que ce col qui est en état de pseudarthrose. Un autre cas, fracture du col fémoral après ostéosynthèse, ça présente une condensation dans la partie de la tête et une collapsus de la partie articulaire. C'est ça l'image la plus typique de l'ostéonécrose. C'est souvent présenté après l'ostéosynthèse. Donc dans ce cas, ce sont les 2 complications souvent rencontrées dans l'ostéosynthèse. Alors quels sont les cas qui peuvent présenter après l'ostéosynthèse pour un pronostic mauvais qui peut conduire le patient jusqu'à la nécrose de la tête fémorale? Alors il y a juste des signes cliniques ou bien des classifications qui peuvent introduire, qui peuvent augmenter ce risque. D'abord, c'est la position de la fracture. Plus que la fracture est proximale, plus que le pronostic est mauvais. Si c'est une fracture sous-capitale, c'est-à-dire juste dans la position tout près de la tête, ou bien transcervicale, le pronostic est mauvais. Si c'est trait de fracture qui est plus vertical, qui n'est pas horizontal, c'est-à-dire il peut présenter des forces tangentielles plus intenses dans ces 2 parties de fracture, dans ce cas, c'est plus difficile à consolider. Donc, pour le patient, ça peut présenter une pseudarthrose. Si dans la fracture, il présente une comminution postérieure de la paroi postérieure du col, c'est dans cette position-là qui est très important pour cet anneau artériel. Dans ce cas-ci, il présente une comminution postérieure, ça peut indiquer que cet anneau a un haut risque abîmé. Dans ce cas, pour le patient, ça peut présenter peut-être après une nécrose de la tête à cause d'une ischémie de la tête fémorale. Si le patient a un déplacement très important, c'est-à-dire on peut dire que le fracture est très déplacé, ça peut nous indiquer que toute cette capsule est déchirée, et aussi avec l'anneau artériel, les 2 branches circonflexes qui peuvent tous déchirer. Dans ce cas, pour la tête, ça peut être présenté dans un état ischémique. Une autre type d'intervention à côté de l'ostéosynthèse, c'est la prothèse de la hanche. Alors, qu'est-ce que c'est la prothèse de la hanche? Comme on a déjà dit, ostéosynthèse, on va reconstruire les 2 morceaux ensemble pour les fixer. Pour les prothèses de la hanche, c'est-à-dire on va remplacer par un instrument artificiel pour remplacer pour ces parties fracturées. C'est-à-dire on utilise des tiges et le cotis pour refaire un hanche nouveau.
Dans ce cas, vous voyez ici la facture du col fémoral pour le patient âgé. Qu'est-ce qu'on va le faire? On ne va pas lui faire une ostéosynthèse, on va lui faire une prothèse. C'est ça, une prothèse intermédiaire, avec un tige dans le fémur, avec un petit boule, un gros boule dans le cotyle qui peut créer une nouvelle hanche. Soit avec un cotyle fixé, avec des vis, avec des petits boules, et aussi un tige dans le fémur. C'est ça, on dit, c'est la prothèse totale de la hanche. Les deux types, c'est un peu différent. C'est d'après les patients. Si c'est le patient est plus sportif, qui est plus jeune, dans ce cas, une prothèse totale de la hanche est conseillée. Si c'est une patiente qui est très âgée et qui est moins mobile, dans ce cas, une prothèse intermédiaire est considérée, parce que pour une prothèse intermédiaire, pour tous ces gestes chirurgicaux, c'est plus simple, ça prend moins de temps et c'est moins saignant. Dans ce cas, c'est d'après la condition du patient, on fait le choix pour une arthroplastie. Alors, on fait un petit résumé pour le principe de traitement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour une fracture du col fémoral pour un sujet âgé? Si c'est un patient de sujet âgé de plus de 65 ou bien 70 ans, dans ce cas, si c'est la fracture qui est très déplacée, dans le type de Garding 3 à Garding 4, alors quel est le premier choix? Alors maintenant, dans la chirurgie orthopédique, le premier choix pour les patients âgés, c'est une arthroplastie. Soit par une prothèse intermédiaire, soit par une prothèse totale de la hanche, parce que pour ce type d'intervention, ça peut redresser le patient tout de suite après l'intervention. Souvent, le patient peut relever 2 ou 3 jours après l'intervention pour rétablir la rééducation. Si le patient est dans une condition assez mauvaise pour les conditions globales, et si ce type de fracture est dans le type de Garding 1 Garding 2, dans ce cas, on peut conseiller ce patient pour faire une ostéosynthèse, c'est-à-dire on va faire une fixation pour ces deux morceaux de fracture avec des vis ou bien avec des plaviques. Alors, si le patient est assez jeune, qu'est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va lui proposer une arthroplastie? Alors, dans ce cas, pour les prothèses totales de hanche, c'est pas conseillé pour les patients jeunes, parce que tardivement, pour ces prothèses, comme c'est une prothèse artificielle, ça peut toujours des complications tardives. Quelles sont les complications tardives de prothèse? Alors, pour les prothèses, ça peut déceler et ça peut user. Dans ce cas, si c'est un patient assez jeune, il peut présenter ces complications au bout de 20 à 30 ans. Dans ce cas, si pour un patient assez jeune, une ostéosynthèse est plus favorable, même avec un type de fracture qui est assez sévère. On doit toujours essayer pour faire une ostéosynthèse avec des vis ou bien avec des vis plaques. La éducation post-opératoire. Ça va distinguer avec les différents types de gestes d'intervention. Si on fait pour le patient une arthroplastie, dans ce cas, pour le patient, il peut lever assez tôt, 2 ou 3 jours après l'intervention, on peut commencer à faire une rééducation. Souvent, le lever et l'appui précoce sont obligatoires. Mais si le patient est fait une ostéosynthèse, dans ce cas, la hanche ne peut pas charger, c'est-à-dire la rééducation est faite sans appui, soit avec une mobilisation des membres au lit, soit le patient mis au fauteuil, et avec le lever sans appui, avec des cannes de béquilles. Et maintenant, nous passons à la fracture trochantérienne. La fracture trochantérienne, ce sont des fractures qui sont un peu plus bas que la fracture du col fémoral, qui sont juste parties dans la position entre les trochantères, quelquefois avec la communauté, avec les différents morceaux des trochantères, des trochantères, avec plusieurs morceaux, soit qui peut être une fracture dans le sens inverse, être trochantérienne, soit dans une position un peu plus bas, présente une fracture sous-trochantérienne. Ce sont tous les types qu'on peut dire fracture trochantérienne. Et après la classification d'AO, si c'est une fracture avec un seul trait, on peut le classifier comme le type de A1.
Si ce type de fracture est présente avec une communauté, avec les différents morceaux, on peut les classifier comme A2. Et si cette fracture est dans le sens inverse, qui passe de petit trochanter à la diaphyse, ou bien si les fractures qui sont trochantériennes, on passe pour la classification de A3. De A1 à A3, cette fracture devient de plus en plus instable. Alors, comment on va le traiter pour les fractures intertrochantériennes? Pour les fractures intertrochantériennes, pour le traitement, c'est toujours chirurgical. Donc, une ostéosynthèse est toujours proposée pour fixer toutes ces deux parties de fracture, soit avec des vis-plaques, le vis-plaque dynamique, c'est-à-dire qu'on peut ici fixer avec la partie proximale du fémur avec un plaque, et dans ces plaques, il peut y avoir un voie qui peut passer un vis. Le vis qui fixe la tête fémorale, qui peut le fixer, mais qui peut glisser dans cette plaque. Ça peut, qu'est-ce que ça va créer pour ce glissement? Pour ce glissement, ça va créer une force de compression entre ces deux morceaux. C'est pourquoi on dit c'est un plaque vis dynamique. Une fois que la partie est fixée, ça ne peut pas tourner, mais ça peut glisser. Ça va juste créer des forces de compression entre ces deux morceaux. Et ces forces de compression qui est très favorisant pour la consolidation des fractures. Vous voyez ici, vis-plaque dynamique. Une fois qu'il est fixé, ce vis qui peut glisser dans la plaque. Et ça va créer des compressions entre les deux morceaux. Quel est le résultat que ça va donner? Ça peut favoriser la consolidation. Vous voyez ici, cette partie-là est très bien consolidée. Ou bien maintenant, on utilise des nouveaux instruments. Ce sont des instruments des clous centramédullaires pour le design de ce type de clous. C'est un peu différent que les plaques. C'est mis dans la diaphyse, dans le centre médulaire, c'est-à-dire qui est plus favorisante au point de vue des propriétés biomécaniques. Ça donne moins de stress dans l'os, qui peut favoriser la consolidation pour des types de fractures qui est plus grave, avec plus de communauté. Vous voyez ici, pour ce type de fracture, qui est très instable, avec plusieurs morceaux. Si on fait une plaque ici, quelquefois c'est très difficile à la fixer, mais avec le clou centramédulaire, qui est plus facile pour redresser cette partie proximale du fémur et pour faire une ostéosynthèse. Soit avec une modification des clous centramédulaires avec des verrouillages de deux vis, soit proximal, soit distal. Ces deux vis, c'est juste pour augmenter toutes ces forces d'ancrage dans la partie fracturée et aussi pour éviter tous ces tournements ou bien pour éviter toutes ces rotations de ces deux morceaux, pour favoriser la consolidation. Donc, vous voyez ici, même pour une fracture très communitive, après cette ostéosynthèse, ça peut très bien consolider. Alors, quelle est l'évolution de fracture trochantérienne? Alors, pour l'évolution de fracture trochantérienne, c'est toujours très favorable. Il présente très rarement des cas de pseudarthrose, c'est-à-dire ça peut consolider très facilement. Pourquoi? Parce que pour ce type de fracture, ça ne va pas perturber toute la vascularisation de la hanche. Donc, pour la consolidation, il n'y a pas de problème. Donc, si le patient n'est pas opéré, donc il peut présenter quelquefois des calvicieux, c'est-à-dire que la partie proximale est considérée dans une position assez mauvaise, soit la plupart c'est dans des positions de Corsevara, mais aussi il peut y avoir des cas qui présentent dans une position de Corsevara. Et puis pour le patient, ça peut présenter aussi un raccourcissement de jambes traumatisées. Et souvent, comme on a déjà dit, ce sont des cas souvent présentés dans des patients assez âgés, et
Et une fois après l'ostéosynthèse, dans un foyer qui est ostéoporotique, pour tous ces instruments ostéosynthésés, ça peut présenter un débricolage secondaire, c'est-à-dire que tous ces vis ou bien des plaques qui peuvent sortir automatiquement de l'os. C'est à cause d'une ostéoporose. C'est-à-dire que ça peut perturber l'ostéocondensation pour la consolidation de la fracture. C'est pour cette raison qu'on change le moyen de fixation, on change les plaques vis à des clous centramédulaires. Et pour tous ces ostéosynthèses, on ne conseille pas aux patients de faire une appui trop précoce parce que avant toute consolidation de l'os fracturé, c'est toujours risqué d'avoir un bricolage secondaire. Donc, on fait un petit résumé pour ce cours. Nous avons parlé juste de la fracture de partie supérieure du fémur. Il y a deux grands types. Il y a la fracture du col fémoral, il y a la fracture intertrochantérienne. Ces deux types de fractures sont souvent rencontrés sur des patients âgés et ce sont des cas qui sont très souvent rencontrés dans le cas clinique et surtout dans le service d'urgence. Alors, une fois que cette fracture est diagnostiquée, il faut toujours faire des classifications parce que ces classifications c'est très important soit pour le pronostic, soit pour le choix de traitement. Alors pour le traitement principal de fracture du col fémoral, le premier choix, c'est traitement chirurgical, soit avec une ostéosynthèse, soit une prothèse totale de hanche ou une prothèse intermédiaire. Tandis que pour les fractures intertrochantériennes, le traitement est toujours ostéosynthèse. Bon, c'est tout. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez me poser. Bon, merci à tout le monde.